Avant qu'il n'y ait de la lumière, il n'y avait que le silence. Un silence si profond que la notion même de son n'existait pas encore. À l'intérieur de ce vide, un nuage froid de gaz et de poussière s'étendait sur des billions de kilomètres, composé de fragments laissés par des étoiles mortes il y a des milliards d'années. C'était un océan invisible d'hydrogène, d'hélium, de carbone et de fer, les mêmes éléments qui formeraient un jour le Soleil, les planètes et tout ce que nous appelons la vie. Ce nuage dormait en équilibre, jusqu'à ce que quelque chose, peut-être l'effondrement d'une étoile voisine, trouble son repos et déclenche la naissance du chaos. La gravité commença à agir silencieusement, attirant chaque particule vers le centre. À mesure que la densité augmentait, la chaleur croissait. Des millions d'années passèrent, et le cœur de cet immense nuage se mit à briller. C'était la naissance du Soleil. Ce qui n'était autrefois que poussière interstellaire devenait maintenant le cœur battant d'un nouveau système. Autour de lui, la matière restante tournoyait dans un vaste disque plat, où des fragments de roches, de glace et de métal entraient en collision sans relâche, fusionnant pour former des corps de plus en plus grands. Là, au milieu de cette tempête cosmique, se formaient les premières planètes. Chaque collision était une explosion, chaque impact, une nouvelle fusion. La chaleur des chocs transformait le métal en magma, et l'espace se remplissait de fragments incandescents. La matière s'organisait sous la force de la gravité, et de petits mondes naissaient comme des braises flottant dans l'obscurité. Le système solaire, encore enfant, était un champ de bataille. Ce que nous appelons aujourd'hui la Terre n'était alors qu'un embryon de planète, tournant autour du Soleil au milieu d'un essaim de corps errants. Son visage était incandescent, ses montagnes étaient des vagues de feu, et sa surface bouillonnait sous des températures si élevées qu'aucun solide ne pouvait y résister longtemps. Au cœur de ce chaos primordial, la jeune planète grandissait. Chaque impact augmentait sa masse, sa gravité et sa température interne. Le fer et le nickel coulèrent vers le centre, formant le noyau métallique qui, un jour, protégerait la Terre grâce à un champ magnétique. Au-dessus, le manteau et la croûte commençaient lentement à se différencier, bien qu'ils fussent encore liquides et instables. Le ciel n'existait pas tel que nous le connaissons. Il n'y avait ni atmosphère, ni air, ni bleu, seulement une lueur rouge et diffuse émanant du magma en ébullition. La lumière du soleil était faible, dispersée par les nuages de poussière qui dominaient encore l'espace environnant. Dans ce décor, le temps s'écoulait autrement. 1 million d'années pouvaient passer comme un clin d'œil cosmique. Les premiers éléments lourds se mêlaient en de nouvelles combinaisons chimiques. Des composés volatiles, comme l'eau et le dioxyde de carbone, étaient apportés par des astéroïdes et des comètes entrant en collision avec la planète en formation. À chaque impact, une partie de ces éléments se vaporisait, mais une autre s'infiltrait dans les couches profondes, posant les bases chimiques qui, plus tard, donneraient naissance aux océans et à l'atmosphère. La jeune Terre tournait à une vitesse vertigineuse. Une journée complète ne durait que 4 heures. Cette rotation rapide déformait légèrement la planète, l'aplatissant au pôle et l'étirant à l'équateur. La chaleur interne était si intense que des rivières de magma parcouraient la surface comme des fleuves de feu. Des volcans projetaient gaz, roches et métaux dans un cycle incessant de destruction et de création. Et autour d'elles, une danse dangereuse commençait à se former. Une série de corps plus petits orbitant autour du Soleil et croisant sans cesse la trajectoire de la Terre. L'un d'eux deviendrait le plus important de tous, Theia, la planète qui changerait à jamais le destin de la vie. Avant sa rencontre avec Theia, la Terre n'était qu'un corps sans stabilité. Son inclinaison variait de manière imprévisible, son climat était extrême, et sa croûte aussi fine qu'une vitre au-dessus d'un océan de magma. Il n'y avait encore ni équilibre ni ordre. C'était un monde né du feu, encore en quête de sens. Plus loin, le système solaire bouillonnait de collisions semblables. Mercure, Vénus, Mars, tous étaient sculptés par le même processus de destruction créatrice. Mais parmi eux, seule la Terre portait l'ingrédient secret qui rendrait possible quelque chose d'inédit, la naissance de la vie. L'univers ne se hâte jamais. Chaque transformation exigeait des ères entières d'attente. Pendant des dizaines de millions d'années, la jeune Terre fut frappée, fondue, refroidie, puis frappée à nouveau. À chaque catastrophe, elle renaissait transformée, plus dense, plus chaude, plus définie. La gravité rassemblait les fragments dispersés et les remodelait, comme si la planète apprenait à devenir solide. Et quand il semblait que le chaos commençait à s'apaiser,
Un nouvel événement approchait. Un corps de la taille de Mars, voyageant sur une orbite presque identique à celle de la Terre, prêt à entrer en collision et à tout bouleverser à jamais. C'était le prélude d'une fusion cosmique. L'univers, silencieux, préparait l'un des moments les plus décisifs de toute l'histoire planétaire. La rencontre entre la Terre et Theia ne serait pas seulement une collision, mais une transformation totale. Et des cendres de cet impact naîtrait quelque chose de nouveau. Une compagne, une gardienne, la Lune. Avant l'impact qui changerait le destin de la Terre, la planète était un lieu sans limite. Une sphère incandescente enveloppée de tempêtes de feu, où le sol fondait sous ses propres pas, et où le ciel n'était qu'un épais nuage de vapeur métallique. La surface bouillonnait à des milliers de degrés, et l'horizon ondulait comme un mirage sans fin. Rien ne se mouvait dans le silence. La planète rugissait. Des vagues de magma coulaient comme des océans liquides, et des jets de roches en fusion s'élevaient en colonnes lumineuses, retombant en cascades flamboyantes sur des plaines rouges. C'était un monde en construction, sans mer, sans montagne, sans ciel. Tout n'était que chaleur, collision et mouvement. La Terre de cette époque tournait avec fureur. Une journée entière ne durait que quelques heures, et le soleil se levait et disparaissait avant que la chaleur ait eu le temps de se dissiper. La vitesse de rotation engendrait des vents hypersoniques qui balayaient le globe, emportant gaz et poussières incandescentes. L'espace autour d'elle était peuplé de roches errantes, fragments planétaires, blocs métalliques et corps glacés en orbite imprévisible. De temps à autre, l'un d'eux s'écrasait sur la surface, libérant une énergie équivalente à celle de millions de bombes atomiques. Chaque impact remodelait la planète, fondant des régions entières, ouvrant des mers de lave et mélangeant les éléments qui donneraient naissance au manteau et à la croûte. La planète était encore sculptée à coups de feu. Sous cette surface liquide, l'intérieur de la Terre vivait une révolution silencieuse. Les métaux les plus lourds s'enfonçaient lentement vers le centre, formant le noyau. Le fer et le nickel en fusion engendraient d'intenses courants électriques, d'où naissait le premier champ magnétique. C'était le début du bouclier naturel qui, des milliards d'années plus tard, protégerait la planète des radiations cosmiques et des vents solaires. Au-dessus du noyau, le manteau bouillonnait dans un mouvement constant, mu par la chaleur et la pression. C'était comme si la planète entière respirait, un organisme géologique vibrant au rythme de cycles de destruction et de recréation. Mais la Terre ne possédait pas encore d'atmosphère telle que nous la connaissons. Ce qui l'enveloppait était un voile toxique, dense et chargé de gaz, expulsé par des volcans en éruption permanente. Le dioxyde de carbone, le soufre et la vapeur d'eau dominaient l'air. Par moments, la chaleur était si intense que les gouttes de pluie s'évaporaient avant de toucher le sol. Pourtant, peu à peu, la libération de ces gaz commença à former une couche gazeuse plus épaisse. La vapeur s'accumulait, reflétant une partie de la chaleur solaire et aidant la planète à se refroidir progressivement. L'équilibre chimique qui définirait l'avenir de la Terre commençait à s'établir, bien que sous des conditions extrêmes. La croûte solide, lorsqu'elle se formait, était fragile et éphémère. Chaque nouvel impact la détruisait et la recréait dans un cycle sans fin. Pourtant, de petites zones de stabilité commencèrent à apparaître, flottant au-dessus de l'océan de magma. Ces îles fugitives de roches durcies étaient le début de la première surface terrestre. Elles se déplaçaient, se brisaient et se rejoignaient, comme des plaques flottant sur un enfer liquide. En dessous, la chaleur irradiait avec intensité, provoquant des éruptions et des explosions continues. Et pourtant, là se trouvaient les premières graines de la future croûte continentale, mince, fragile, mais essentielle. Dans cet environnement extrême, quelque chose de surprenant commença à se produire. L'eau apportée par les astéroïdes et les comètes commença à s'accumuler dans les régions les plus froides. Chaque impact de ces corps célestes libérait non seulement de l'énergie, mais aussi des molécules de glace qui se transformaient en vapeur, puis en nuages, et enfin en pluie. C'était une pluie acide, dense, chargée de minéraux et de gaz dissous, mais elle marqua le début du cycle de l'eau. Des millions d'années de précipitations continues transformèrent les vallées de lave en bassins remplis de liquides sombres et bouillants. Les premiers océans de la Terre naissaient au milieu du tonnerre et du feu. Pendant ce temps, le système solaire demeurait en pleine anarchie. Les orbites des jeunes planètes s'ajustaient dans une danse violente et imprévisible. Mercure, Vénus et Mars menaient leur propre lutte pour la stabilité. Et parmi eux, sur une orbite proche de celle de la Terre,
Un corps de la taille de Mars parcourait l'espace, telle une ombre silencieuse. C'était Theia, une planète formée du même matériau que la Terre, issue du même disque de poussière stellaire, mais ayant suivi une trajectoire légèrement différente. Pendant des millions d'années, leurs chemins coexistèrent dans une harmonie fragile, jusqu'à ce que la gravité du Soleil et des planètes voisines commence à dévier lentement la route de Theia vers la Terre. L'approche était lente, imperceptible, mais inévitable. À chaque révolution autour du Soleil, Theia se rapprochait un peu plus. Son orbite instable devenait de plus en plus dangereuse, jusqu'à ce que les deux mondes commencent à ressentir leur attraction mutuelle. Des forces gravitationnelles commencèrent à déformer légèrement leur forme, comme si l'espace lui-même se pliait entre eux. La Terre réagissait par des secousses et des éruptions plus intenses, tandis que Theia suivait sa trajectoire silencieuse, s'approchant d'un destin qui changerait à jamais l'histoire du cosmos. À ce stade, la Terre était un corps vulnérable. Sa croûte était trop fine pour supporter une collision, et sa structure interne n'était pas encore totalement stabilisée. La planète venait de naître, et n'avait guère eu le temps de mûrir. C'était comme un enfant cosmique grandissant dans un champ de bataille stellaire. Et l'univers, indifférent, préparait ce qui serait son plus grand et plus transformateur choc. Une rencontre de titans qui fusionnerait deux mondes en un seul. L'impact de Theia ne serait pas un accident. Ce serait un acte de création, un moment où la destruction apporterait l'équilibre et du feu naîtrait l'harmonie. De cet impact, la Terre gagnerait une compagne éternelle, la Lune, et le chaos primordial céderait la place à l'ordre qui rendrait la vie possible. À un certain endroit de l'espace, entre les orbites primitives de la Terre et de Vénus, un corps commença à croître. C'était une jeune planète formée de la même poussière stellaire que le reste du système solaire. On l'appelle, à l'époque moderne, Theia, nom donné à la titanide de la lumière dans la mythologie grecque, mère de la Lune. Son origine fut silencieuse, façonnée par des collisions successives et par la lente gravité qui rassembla grains, pierres et fragments métalliques en une sphère grandissante. Theia naquit sous les mêmes forces qui donnèrent vie à la Terre, et peut-être pour cette raison était-elle si semblable, presque sœurs orbitant le Soleil côte à côte, sur des trajectoires dangereusement proches. Au cours des premiers millions d'années, Theia n'était qu'un protoplanète de plus parmi la multitude qui errait dans le disque de débris. Le système solaire était encore une tempête de roches et de gaz, avec des orbites modifiées après chaque collision. Les planètes géantes, comme Jupiter et Saturne, se déplaçaient lentement, perturbant par leur gravité les trajectoires des corps plus petits. Ce mouvement altéra l'équilibre des orbites internes et poussa Theia vers la Terre. Pendant longtemps, les deux sphères coexistèrent dans une harmonie instable, séparées par une mince distance cosmique. Mais cette distance diminuait d'air en air, et la force de leur attraction mutuelle grandissait comme un appel inévitable. Theia possédait un noyau métallique et un manteau silicaté semblables à ceux de la Terre. Elle était dense, chaude et géologiquement active. Si elle avait survécu, elle serait peut-être aujourd'hui une planète habitable, avec des océans et une atmosphère. Mais son destin lui réservait un autre rôle, devenir l'ingrédient final de la formation de la Terre et le berceau de la Lune. Son orbite, légèrement inclinée et elliptique, commença à croiser celle de la Terre. À chaque passage, les forces de marée entre les deux corps s'intensifiaient, déformant leur surface et libérant de l'énergie thermique. C'était comme si l'espace entre eux vibrait, se préparant au moment où leur trajectoire s'alignerait en ligne droite. Les astronomes modernes ont su recréer cet événement à l'aide de simulations détaillées. Elles montrent Theia s'approchant de la Terre à une vitesse de plus de 30 000 km par heure. À ce stade, les deux mondes suivaient inévitablement une même route. Aucune force du cosmos ne pouvait empêcher la collision. En quelques jours, les forces gravitationnelles commencèrent à allonger Theia, l'étirant comme si elle était faite d'argile cosmique. Du côté de la Terre, le champ magnétique se déformait et le manteau se mettait à vibrer. La tension gravitationnelle était si intense que, bien avant l'impact, la planète entière réagissait, comme si elle pressentait ce qui était sur le point d'advenir. Mais Theia n'était pas seulement un intrus, elle était un reflet. La composition de ces minéraux était presque identique à celle de la Terre, comme si toutes deux étaient nées de la même matrice de matière cosmique. Cette similitude expliquerait, des milliards d'années plus tard, pourquoi les roches lunaires porteraient la même signature isotopique que les roches terrestres.
C'est comme si Theia était une jumelle perdue qui, au lieu de suivre son propre destin, avait choisi de se fondre avec sa sœur pour créer quelque chose de plus grand. L'impact entre les deux ne fut pas seulement une destruction, ce fut une unification. Avant la collision, Theia avait déjà connu ses propres cataclysmes. L'énergie de sa formation interne était si intense que de vastes régions de sa surface restaient en fusion. Des volcans et des mers de lave marquaient son relief. Des fragments d'autres petits corps, vestiges d'anciennes collisions, orbitaient probablement autour d'elle, comme une petite famille de lunes vouée à être détruite lors du choc final. Rien, chez Theia, n'était statique. Sa rotation était irrégulière, son orbite imprévisible et son existence brève. Sur la scène cosmique, elle était une étoile secondaire destinée à disparaître, tout en laissant à jamais la trace de son passage. À mesure que Theia s'approchait, la Terre tournait en silence. Son horizon flamboyant voyait grandir, nuit après nuit, un point lumineux dans le ciel, le reflet d'une planète venant à sa rencontre. Peut-être, s'il avait existé un observateur à cette époque, aurait-il vu la lueur s'intensifier jusqu'à devenir une sphère incandescente traversant l'espace. La distance entre les deux mondes diminuait rapidement. Les forces de marée commencèrent à arracher des fragments des couches externes de Theia qui se dispersaient autour de la Terre comme une poussière brûlante. En quelques heures, la trajectoire de collision fut tracée. La gravité n'autorisait aucun retour. Et alors, dans le silence de l'espace, l'histoire prit un nouveau cours. Theia, la planète perdue, s'apprêtait à accomplir le rôle pour lequel l'univers lui-même l'avait façonné. Un choc d'une telle magnitude qu'il fusionnerait deux mondes en un seul, créant la Lune et redéfinissant à jamais l'équilibre de la Terre. Ce qui semblait la fin d'un corps céleste était en réalité le commencement de quelque chose de bien plus vaste, la naissance d'un système binaire qui soutiendrait le rythme de la vie, des marées et du temps. La collision commença sans bruit, car dans l'espace, il n'y a pas d'air pour que le son se propage. Le silence était absolu. Theia s'approchait à une vitesse de plus de 30 000 km par heure, et à mesure qu'elle entrait dans le champ gravitationnel de la Terre, sa forme se déformait comme de l'argile liquide. La force d'attraction tirait sur ces mers de magma, créant d'immenses vagues de roches en fusion qui se dressaient à l'horizon de la planète. Pendant des instants qui semblèrent éternels, les deux corps échangèrent leur énergie gravitationnelle dans une danse impossible à interrompre. Puis au point exact d'intersection, Theia heurta la Terre. L'impact fut si violent que l'énergie libérée dépassa la somme de toutes les explosions nucléaires que l'humanité produirait un jour au cours de toute son histoire. En une fraction de seconde, le côté frappé de la Terre fondit complètement. Le noyau de Theia pénétra dans le manteau terrestre et s'y mêla. Des montagnes entières s'évaporèrent instantanément. La planète entière trembla, et la matière des deux sphères fut projetée dans l'espace en un jet incandescent. La Terre, jusque-là presque sphérique, se déforma en vagues de magma et de gaz. L'impact ne détruisit pas la planète, il la remodela. Des fragments incandescents furent projetés en orbite, formant un anneau de débris autour du globe. C'étaient des milliards de tonnes de roches fondues, de vapeurs métalliques et de poussière brillante. Le ciel de la Terre devint un tourbillon lumineux. Pendant des heures, la planète resta en ébullition totale. Des parties du manteau furent expulsées à des milliers de kilomètres de distance et, en se refroidissant, commencèrent lentement à se souder en amas solides. Cette poussière lumineuse, tournant autour de la Terre, serait, avec le temps, le berceau de la Lune. À l'intérieur du globe, le noyau de fer et de nickel de Theia s'enfonça et s'intégra au noyau terrestre. Ce processus augmenta la densité de la Terre et renforça le champ magnétique qui, des millions d'années plus tard, protégerait la planète des tempêtes solaires. Ce fut la naissance d'une structure stable, plus lourde et plus résistante. L'impact, bien que destructeur, donna à la Terre une nouvelle identité physique et chimique. C'était comme si la collision avait redéfini l'équilibre interne de la planète, fusionnant deux histoires géologiques en une seule. À l'extérieur, la surface demeurait en fusion. Pendant des siècles, la planète brilla comme une étoile rouge, visible à de grandes distances dans l'espace. La chaleur rayonnée par l'impact était si intense que l'océan de magma forma une atmosphère temporaire de roches vaporisées. Les températures atteignaient des milliers de degrés et les vents transportaient des métaux liquides comme une brume. La lumière du soleil traversait à peine l'éclat de la planète incandescente.
C'était comme si la Terre renaissait sous une auréole de feu. L'anneau de débris continuait d'orbiter autour de la planète. Avec le temps, les fragments commencèrent à se heurter les uns aux autres, fusionnant en blocs plus grands. La gravité unissait les morceaux, transformant le chaos en ordre. Ce processus prit des millions d'années, mais le résultat fut une sphère solide orbitant autour de la Terre, la Lune. Au début, elle était très proche, peut-être à seulement 20 000 kilomètres de la surface, occupant une immense partie du ciel, si grande qu'elle dominait la nuit et illuminait la planète de reflets dorés. La Terre, encore instable, tournait rapidement, et la force de marée entre les deux corps était colossale. L'énergie générée par cette interaction commença à ralentir la rotation terrestre et à éloigner lentement la Lune, un mouvement qui se poursuit encore aujourd'hui. Chaque jour qui passait devenait un peu plus long, et la Lune un peu plus distante. Ce qui avait commencé par la destruction évolua vers une harmonie gravitationnelle. Deux corps, faits de la même matière, désormais unis par une force invisible et éternelle. À mesure que la chaleur diminuait et que le magma commençait à se solidifier, la planète se transforma. De nouvelles croûtes se formèrent, plus épaisses et plus solides. Les gaz libérés par l'impact contribuèrent à bâtir une atmosphère plus stable, et les éléments volatiles comme la vapeur d'eau commencèrent à se condenser. Des millions d'années plus tard, ce qui restait de ce cataclysme deviendrait la base des océans et du climat terrestre. L'impact de Theia ne créa pas seulement la Lune, il recréa la Terre elle-même. L'univers semblait avoir utilisé la force de la destruction comme un outil d'équilibre. Theia disparut comme corps individuel, mais demeura vivante, une part d'elle à l'intérieur de la Terre, une autre dans le ciel nocturne. Depuis ce jour, la Lune orbite en silence, rappelant au cosmos que même les plus grandes collisions peuvent engendrer beauté et stabilité. Le jour où la Lune fut créée fut aussi celui où le chaos devint l'ordre. Pendant longtemps, la Terre demeura entourée d'un anneau de feu. C'étaient des fragments de roches en fusion, des vapeurs métalliques et une poussière lumineuse tournant à grande vitesse. Cette couronne incandescente s'étendait jusqu'à la limite où la gravité terrestre pouvait encore dominer la matière. Vue de loin, cette masse de débris ressemblait à un anneau brillant, semblable à celui de Saturne, mais fait de braise. La lumière qui en émanait se reflétait sur le magma de la surface terrestre, transformant la planète en une double fournaise, la Terre et son anneau de feu, tournant ensemble dans l'obscurité de l'espace. Chaque particule de cet anneau portait énergie et mouvement. Elle se heurtait, se brisait et se soudait sans répit. Les plus grandes attiraient les plus petites, et peu à peu, le chaos commença à se condenser en blocs solides. Ce processus, guidé seulement par la gravité et le temps, transforma des millions de fragments dispersés en un corps de plus en plus cohésif. Ce qui n'était qu'une poussière ardente devint une sphère incandescente, la Lune naissante. Elle surgit du feu, non comme un éclair, mais comme une condensation lente, une naissance cosmique qui dura des siècles. Au premier temps, la Lune était colossale dans le ciel. Elle se trouvait environ 20 fois plus près de la Terre qu'aujourd'hui. Son diamètre apparent était si grand qu'elle occupait presque la moitié de l'horizon. La nuit, elle projetait sur la planète une lueur rougeâtre, reflet du magma encore liquide à sa surface. La Terre, quant à elle, vue depuis la Lune, était un spectacle de lumière et de mouvement, une sphère flamboyante couverte de tempêtes de feu et de nuages métalliques. C'était un duo de mondes nouvellement formés, unis par un lien gravitationnel indissoluble. La jeune Lune était un enfer solide. Sa croûte se formait encore, et d'immenses mers de lave couvraient une grande partie de sa surface. Chaque goutte de magma qui se solidifiait laissait des cicatrices qui, des milliards d'années plus tard, resteraient visibles sous forme de plaines sombres appelées mers lunaires. À l'intérieur, la chaleur était suffisamment intense pour provoquer des éruptions périodiques projetant gaz et particules dans l'espace. Il n'y avait ni air ni vent, seulement le silence et la lumière. C'était la naissance d'un corps qui deviendrait un jour le symbole du calme et de la stabilité, mais qui commença comme une flamme. Pendant ce temps, la planète mère bouillonnait encore. La chaleur de l'impact maintenait la Terre à l'état liquide. Les forces de marée créées par la proximité de la Lune étaient si intenses qu'elles faisaient monter et descendre le magma en vagues gigantesques. Chaque oscillation libérait de l'énergie, aidant la planète à perdre sa chaleur plus rapidement. Ce mouvement, répété pendant des millions d'années,
ralentit la rotation de la Terre et éloigna lentement la Lune. Chaque jour terrestre devenait plus long et chaque nuit plus sombre. La distance croissante entre les deux corps permit au système de trouver sa stabilité. Avec le temps, la surface lunaire commença à se refroidir. La croûte se solidifia et les éruptions se firent moins fréquentes. La lueur rougeâtre laissa place à des tonalités grises et argentées. Les cratères, formés par les impacts de météorites, commencèrent à marquer sa peau pour toujours. La Lune devint le miroir silencieux de la Terre, froide, stable et immuable. L'énergie qui n'était autrefois que chaos se transforma en équilibre gravitationnel. La Lune se mit à tourner de manière synchronisée, montrant toujours la même face à la planète qui l'avait engendrée. Ce phénomène, appelé verrouillage gravitationnel, explique que nous ne voyons encore aujourd'hui qu'un seul côté de la Lune. La Terre évoluait elle aussi. À mesure que la Lune s'éloignait, le champ gravitationnel entre elles diminuait et les marées géantes furent remplacées par des cycles plus doux. La planète se stabilisa sur son axe et le climat commença à devenir prévisible. Cette stabilité serait cruciale pour l'apparition des océans, des saisons et, plus tard, de la vie. L'impact, d'abord destructeur, devint le moteur de l'harmonie. Dans l'espace, l'éclat de la Lune refroidie refléta pour la première fois la lumière du Soleil. Ce fut le début de l'alternance entre le jour et la nuit, telle que nous la connaissons. Le ciel terrestre, autrefois couvert de vapeur et de cendres, commença lentement à s'éclaircir. Pour la première fois, la surface en fusion de la planète vit la douceur du clair de lune. La Lune, née du feu, illuminait désormais le refroidissement du monde. Pendant des milliards d'années, ce lien perdura. La Lune s'éloigna d'environ 4 cm par an, sans que le lien entre les deux corps ne se rompe jamais. L'énergie des marées continue de façonner la planète, de gouverner les océans, le rythme biologique et même le comportement des êtres vivants. Tout ce que nous connaissons, le cycle des marées, la régularité du climat, la durée des jours, est un héritage direct de cet instant de collision. La Lune incandescente céda la place à la Lune sereine. Le chaos devint équilibre et le feu donna naissance à la lumière. L'univers en silence assista à la naissance d'un partenariat cosmique qui façonnerait à jamais le destin de la Terre. À partir de cet instant, la planète ne fut plus seule. Elle avait une compagne éternelle, née du même impact qui avait presque causé sa perte. La Terre et la Lune sont nées du même cataclysme, et depuis lors, leurs trajectoires sont restées liées par un lien invisible. La force gravitationnelle entre elles forma un système binaire, deux corps orbitant autour d'un centre de masse commun, unis dans un équilibre si délicat que la moindre variation suffirait à rompre l'harmonie. Mais l'univers choisit l'équilibre. Et cet équilibre, silencieux et persistant, façonna le destin des deux. Dans les premiers millions d'années après l'impact, la Lune orbitait incroyablement près de la Terre. En seulement quelques heures, elle accomplissait une révolution complète autour de la planète. Les marées gravitationnelles générées par cette proximité étaient d'une violence inimaginable. Le magma terrestre montait et descendait en vagues géantes parcourant tout le globe. Chaque oscillation libérait chaleur et énergie, transformant la rotation de la planète. La Terre tournait comme une toupie instable et la présence de la Lune agissait comme un frein progressif. À chaque cycle, la rotation ralentissait et les jours commençaient à s'allonger. Cet échange d'énergie entre les deux corps est le cœur du système Terre-Lune. La force de marée exercée par la Lune attire les océans et les masses solides, créant des déformations subtiles mais constantes. En retour, la Terre restitue une partie de cette énergie, repoussant la Lune vers une orbite légèrement plus éloignée. Ainsi, tandis que les jours terrestres s'allongent lentement, la Lune s'éloigne de quelques centimètres chaque année. Ce processus, presque imperceptible, dure depuis des milliards d'années et se poursuit encore aujourd'hui. C'est le lent mouvement de la danse cosmique qui maintient les deux corps en parfaite résonance. Mais la Lune fit bien plus que ralentir la rotation de la planète. Elle stabilisa l'axe de rotation de la Terre. Sans sa présence, cet axe oscillerait de manière chaotique, entraînant des saisons changeantes et imprévisibles. Il y aurait des ères de chaleur extrême, suivies de siècles de froid absolu. Avec la Lune, l'axe reste constamment incliné d'environ 23,5 degrés. Cette inclinaison stable permet l'alternance régulière des saisons, la répartition équilibrée de la lumière solaire et le climat tempéré qui rendit la vie possible. La Lune est donc le contrepoids
qui empêchent la Terre de devenir une planète errante perdue dans son propre déséquilibre. Alors que la Terre se refroidissait, la présence de la Lune influençait également les vents, les courants océaniques et la formation même des premières marées. Les forces gravitationnelles créaient des cycles qui faisaient bouger les eaux, mélangeant minéraux, gaz et éléments chimiques. Ces cycles seraient essentiels, des millions d'années plus tard, à l'apparition des premières molécules organiques et au développement de la vie. Le simple fait que la planète possède un satellite aussi grand par rapport à sa taille fut déterminant pour sa stabilité climatique et biologique. La Lune servit aussi de bouclier naturel. Sa masse et sa gravité modifiaient les trajectoires d'innombrables astéroïdes et comètes traversant l'orbite de la Terre. Beaucoup furent attirés par la Lune et percutèrent sa surface, laissant des cratères qui marquent encore aujourd'hui son visage. Sans elle, nombre de ces impacts auraient frappé la Terre, détruisant peut-être les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Chaque cicatrice lunaire est en vérité un souvenir des dangers auxquels la Terre échappa grâce à sa protection. Avec le temps, le système binaire trouva sa forme définitive. La Lune s'éloignait peu à peu, et la Terre, autrefois en rotation frénétique, commença à tourner plus régulièrement. La chaleur de l'impact initial se dissipait, et la planète montrait des signes d'équilibre. La croûte se solidifiait, les volcans devenaient moins fréquents, et l'atmosphère, jadis toxique, commençait à retenir assez de vapeur d'eau pour former de véritables nuages. Lorsque les premières pluies tombèrent sur la planète, elles trouvèrent une lune qui brillait déjà calmement dans le ciel, froide, silencieuse et toujours présente. Au fil des milliards d'années, cette relation gravitationnelle façonna le destin des deux. La Lune, désormais verrouillée en rotation synchronisée, montre toujours la même face à la Terre. Ce phénomène, appelé verrouillage gravitationnel, est le résultat direct de l'échange d'énergie entre les deux corps. Le même processus qui ralentit la rotation de la Terre fit perdre à la Lune sa liberté de tourner indépendamment. Elle resta éternellement tournée vers la planète qui l'avait créée, comme figée dans un regard sans fin. Aujourd'hui, l'équilibre entre les deux corps continue de définir les rythmes fondamentaux de la vie. Les marées, le cycle du jour et de la nuit, le climat, les vents et même les comportements biologiques suivent la cadence instaurée par ce lien. La Lune, née du feu, est devenue le métronome de la Terre. Chaque nuit où elle s'élève dans le ciel, la planète revit un écho lointain de cet impact originel, un rappel silencieux que, dans le cosmos, la destruction peut n'être que le commencement d'une nouvelle forme d'ordre. L'impact était terminé. La poussière cosmique commençait à se disperser et, pour la première fois, la Terre pouvait respirer. La planète, encore chaude et meurtrie, tournait lentement sous l'éclat doux d'une lune colossale qui dominait le ciel de sa lumière rougeâtre. La chaleur intense de la collision avec Theia continuait de s'échapper de l'intérieur de la planète en coulées de magma incandescent, mais peu à peu le feu cédait la place à la roche, et la surface commençait à se stabiliser. Le monde qui avait été une fournaise de métal en fusion devenait maintenant un corps solide, entouré de gaz qui formeraient avec le temps l'atmosphère. Les premières pluies tombèrent, alors que la Lune était encore assez proche pour transformer les marées en véritables montagnes liquides. Des gouttes acides, formées par de la vapeur d'eau mêlée de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone, tombaient sur la croûte brûlante et se changeaient instantanément en vapeur. Mais avec le refroidissement progressif, l'eau commença à persister. Chaque pluie suivante durait un peu plus longtemps, et chaque goutte s'évaporait un peu plus lentement. Pendant des millions d'années, le cycle se répéta, jusqu'à ce que les dépressions de la croûte se remplissent d'eau liquide. Ainsi naquirent les premiers océans, chauds, denses et profonds. La Lune, encore proche, tirait sur ces masses liquides avec une force colossale. Les marées s'élevaient de centaines de mètres, entraînant minéraux et cendres vers les régions les plus basses. La friction générée par ce mouvement constant contribuait à chauffer l'intérieur de la Terre, tandis que les cycles de montée et de descente mélangèrent les éléments chimiques dissous dans l'eau. Ce va-et-vient incessant fut la première respiration de la planète, un rythme créé par la gravité lunaire qui donnerait naissance, bien plus tard, au premier cycle biologique. Avec le passage des ères, la croûte terrestre devint plus épaisse et plus solide. Les volcans rugissaient encore, expulsant gaz et minéraux, mais la planète commençait désormais à se doter d'une peau résistante. Les éruptions projetaient dioxyde de carbone et vapeur d'eau dans l'atmosphère, et ces gaz, en se condensant, alimentaient de nouvelles pluies. Le cycle de l'eau,
né du chaos, se mit à réguler le climat. La Lune, tel un métronome gravitationnel, maintenait l'équilibre des marées et stabilisait la rotation de la Terre, veillant à une distribution plus régulière de la chaleur du Soleil. Tandis que la planète s'apaisait, la Lune se refroidissait toujours davantage. Sa surface solide reflétait la lumière du Soleil dans une lueur pâle qui éclairait la face nocturne de la Terre. Sous cette lumière, la planète révéla un nouveau visage. Des rivières de lave devinrent des vallées, des cratères se changèrent en bassins, et le magma solidifié donna naissance à des montagnes et des plaines. Le contraste entre le feu et l'eau créa de nouveaux minéraux, de nouvelles combinaisons chimiques, de nouveaux sols. C'était le début de la géologie terrestre telle que nous la connaissons. Les marées, autrefois violentes, commencèrent à devenir régulières. Au lieu de vagues de destruction, elles devinrent des pulsations de vie. Le mouvement des eaux diffusait la chaleur, répartissait les sédiments et créait des zones de calme entre les tempêtes. Ces refuges seraient, des millions d'années plus tard, le berceau des premiers organismes. La Lune ne façonnait pas seulement la planète par sa gravité, elle modelait aussi l'environnement qui, dans l'avenir, abriterait la biologie. Dans le ciel, le spectacle était indescriptible. La Lune, encore proche, passait rapidement d'un bord à l'autre de l'horizon, achevant ses phases en quelques jours. Sa lumière, réfléchie par l'océan tout juste formé, dessinait des motifs d'ombre et de clarté qui changeaient chaque nuit. C'était le premier calendrier naturel de la Terre. Les phases lunaires marquèrent le temps bien avant qu'il n'existe un être capable de les percevoir. Pendant ce temps, l'atmosphère se transformait. La pluie constante lavait l'air, retirant une partie du dioxyde de carbone et des gaz toxiques. La vapeur d'eau s'accumulait en nuages épais, et la planète, autrefois enveloppée d'une lueur rougeâtre, arborait désormais des teintes bleutées et grises. Les premiers éclairs zébrèrent le ciel, produisant des décharges électriques qui réagissaient avec les gaz atmosphériques pour engendrer des composés chimiques complexes. La Terre était prête pour un nouveau chapitre, l'apparition des molécules organiques qui donneraient naissance à la vie. Pendant des millions d'années, la planète respira à ce rythme, guidée par la force de la Lune. À chaque oscillation des marées, la croûte se déplaçait, l'atmosphère changeait et les océans se creusaient. La chaleur du Soleil, combinée à l'influence lunaire, composa une chorégraphie qui unit le feu, l'air, l'eau et la roche dans un même tempo. La Terre cessa d'être un simple corps solide et commença à se comporter comme un système vivant, un organisme planétaire qui se régulait lui-même. Et là-haut, la Lune observait, immobile en apparence, mais en mouvement constant, s'éloignant peu à peu, comme pour laisser à la planète l'espace de mûrir. Sa lueur froide était le reflet du calme après le cataclysme. Née du feu, elle guidait désormais le refroidissement du monde. Sous sa lumière, la Terre apprit à respirer, à tourner avec équilibre et à stocker ce qui deviendrait le sang de la planète. L'eau. La planète et son satellite formaient déjà un duo indissociable, un corps soutenant l'autre, dans une danse lente et silencieuse qui durerait des milliards d'années. L'impact de Theia avait laissé de profondes cicatrices, mais avait aussi légué le don de la stabilité. À partir de cet instant, le chaos commença à se muer en harmonie, et l'univers, pour la première fois, fut témoin de l'émergence d'un monde prêt à abriter la vie. Quand les océans de la Terre se calmèrent et que la chaleur de l'impact de Theia se dissipa enfin, la planète entra dans une nouvelle ère. C'était le temps du silence humide, le début de la chimie qui précéderait la vie. Les eaux sombres et tièdes des mers primitives devinrent de véritables laboratoires naturels, où les forces de gravité lunaire jouaient un rôle invisible mais essentiel. La Lune, qui avait jadis façonné le corps de la planète, façonnait désormais son destin biologique. Ces marées, autrefois destructrices, devinrent un cycle précis de mouvement et de repos, un pouls qui stimulait les réactions chimiques et donnait le rythme à la transformation de la matière. Les marées, créées par la force gravitationnelle de la Lune, déplaçaient d'immenses quantités d'eau, entraînant des minéraux dissous et de simples composés organiques à travers les côtes et les bassins peu profonds. À chaque montée, ces matériaux se mêlaient, se réchauffaient sous la radiation solaire et s'exposaient à la lumière ultraviolette qui brisait et réorganisait les molécules. Lorsque la marée se retirait, elle laissait des mares isolées, concentrées, où les éléments réagissaient plus intensément. Ce cycle, répété pendant des millions d'années, fut la première grande expérience chimique de la planète. Dans ces mares salées, sous la lumière du soleil et l'influence constante de la Lune,
naquirent les premières combinaisons stables de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. L'énergie électrique des éclairs, la chaleur des marées et la force de l'évaporation créèrent une succession infinie de réactions. Des acides aminés, des sucres et des composés complexes commencèrent à se former. Dans certaines régions, des films huileux recouvraient la surface de l'eau et de petites bulles de molécules auto-organisées apparaissaient et disparaissaient. Ces structures fragiles et éphémères furent les précurseurs des cellules. Elles n'étaient pas encore vivantes, mais manifestaient déjà le premier signe de quelque chose de nouveau, la capacité de s'organiser et de réagir à l'environnement. La Lune, avec son cycle régulier, fournissait la cadence idéale à ce processus, le temps exact d'exposition, de mélange et d'isolement. Durant cette période, la planète entière fonctionnait comme un vaste poumon chimique. Les marées devinrent le cœur battant de la Terre primitive, générant un mouvement constant. Le va-et-vient des eaux transportait les nutriments, diffusait la chaleur et maintenait la surface active. Sans la Lune, ces variations auraient été minimes et la chimie de la vie serait restée stagnante. C'est l'alternance entre flux et reflux qui créa les conditions permettant aux molécules inertes de gagner en complexité. Le premier ADN chimique, encore dépourvu de vie, émergea en silence sur les rivages d'une planète qui respirait au rythme de la Lune. L'effet gravitationnel de la Lune contribua également à stabiliser le climat et la durée des jours, des facteurs essentiels à l'apparition de la vie. Des jours plus longs et plus réguliers permirent de maintenir des températures douces et les variations de luminosité instaurèrent des cycles d'alternance entre lumière et obscurité. Cette oscillation cyclique deviendrait l'un des fondements de la biologie, le rythme circadien. Des premières molécules jusqu'aux organismes modernes, toute forme de vie sur Terre porterait à jamais cette empreinte lunaire, comme un héritage invisible inscrit dans ses gènes. À mesure que les océans se stabilisaient, des zones de transition apparurent entre la terre ferme et la mer, des zones côtières peu profondes, périodiquement inondées par les marées. Ces frontières entre eau et roche étaient des creusets de transformation. Minéraux chauffés, sels métalliques et composés organiques se combinaient pour former des structures de plus en plus complexes. La Lune, en tirant puis en relâchant les eaux, offrait des intervalles d'exposition à l'air favorisant de nouvelles réactions chimiques. Ainsi, les premières chaînes moléculaires purent se répliquer, absorber de l'énergie et amorcer le processus qui aboutirait à la vie cellulaire. Au fil des ères, ces structures simples se multiplièrent et évoluèrent. Des micro-organismes commencèrent à exploiter l'énergie solaire, libérant de l'oxygène et transformant l'atmosphère. La planète passa d'un monde sombre et étouffant à un environnement empli d'air et de lumière. Tout ce processus dépendait de la stabilité climatique et des cycles rythmiques maintenus par la Lune. Sans elle, la rotation de la Terre aurait été irrégulière, le climat imprévisible et les marées presque inexistantes. La vie, même si elle était apparue, n'aurait peut-être jamais trouvé la constance nécessaire pour prospérer. L'influence lunaire s'étendit au-delà de la chimie. L'éclat de la Lune dans les nuits sans nuages guida le comportement des premiers organismes, influençant leur cycle de reproduction et les migrations des espèces aquatiques. La lumière réfléchie sur l'océan servait d'horloge naturelle, déterminant les moments idéaux pour se nourrir, se cacher ou se reproduire. Aujourd'hui encore, des millions d'espèces suivent le rythme imposé par la Lune, de la croissance des coraux à la ponte des tortues marines. C'est un écho biologique du lien ancestral entre les mers et le satellite qui les anime. Chaque goutte d'océan garde cette mémoire. Chaque être vivant conserve dans son code génétique la trace de ce cycle primitif. En stabilisant la planète et en régissant les marées, la Lune ne façonna pas seulement la Terre, elle créa aussi le théâtre où la vie put apparaître. Il est impossible de séparer la biologie de l'astronomie, car l'origine de la vie est avant tout une histoire cosmique. La Lune n'est pas seulement un astre dans le ciel, elle est le métronome de la vie sur Terre. Ainsi, la planète autrefois forgée par le feu battait désormais au rythme de l'eau. La Terre était passée d'une sphère incandescente à un monde bleu, et la Lune, née de la destruction, était devenue la gardienne de l'équilibre. L'impact qui semblait marquer la fin de deux mondes se révéla être le commencement d'un seul, celui où la vie apprendrait à exister. La vie avait commencé comme une réaction chimique au bord des mers primitives, mais elle devint bientôt une symphonie biologique. Des micro-organismes se multipliaient dans les eaux tièdes, et la Terre, qui autrefois tournait en silence,
pulsaient désormais de millions de cycles microscopiques. Derrière chacun d'eux, invisible et constante, se trouvait l'influence de la Lune. La même force qui avait façonné la planète et soulevé les marées guidait maintenant l'évolution, dictant le rythme de la croissance, de la reproduction et de la survie. Des formes de vie les plus simples aux créatures complexes, tout suivait le tempo imposé par cet astre lointain, né d'un impact il y a des milliards d'années. Dans les océans primordiaux, le flux et le reflux des marées créaient un milieu de changement perpétuel. Les organismes qui apprenaient à s'adapter à ces oscillations avaient davantage de chances de survivre. C'est ainsi qu'apparurent les premières stratégies de résistance, les premiers comportements biologiques liés au temps et à l'espace. Certains êtres développèrent des membranes capables de supporter des périodes hors de l'eau. D'autres apprirent à se déplacer au rythme des marées pour trouver nourriture et abri. La Lune, sans jamais toucher la mer, décidait de qui vivait et de qui périssait. Au fil des ères, la lumière lunaire devint un autre facteur évolutif. Les nuits éclairées instaurèrent des périodes d'activité pour prédateurs et proies. Les espèces marines ajustaient leur cycle d'alimentation et de reproduction selon la luminosité réfléchie par l'océan. De nombreux organismes se reproduisent encore aujourd'hui en synchronie avec les phases de la Lune, un comportement hérité d'un temps où le ciel et la mer parlaient le même langage. La biologie apprit à lire la lumière lunaire comme un calendrier naturel et les gènes des créatures les plus anciennes conservèrent cette information comme un code secret ayant traversé les âges. Lorsque la photosynthèse apparut, transformant l'énergie solaire en nourriture, la présence de la Lune continua de jouer un rôle essentiel. Les marées maintenaient les eaux en mouvement, mélangeant nutriments et oxygène et empêchant les océans de devenir stagnants. Ce mouvement constant répandait la vie, et les organismes photosynthétiques commencèrent à transformer la planète. L'oxygène libéré modifia à jamais l'atmosphère et permit l'émergence de nouvelles formes de vie. Tout cela, de nouveau, se déroulait sous l'influence de la Lune, qui continuait de régler les cycles des marées, garantissant une distribution équilibrée des nutriments. Avec l'augmentation de l'oxygène, la vie quitta les fonds marins et commença à occuper les zones côtières. Aux marges, la Lune dictait encore le rythme. Des organismes amphibies devaient synchroniser leurs mouvements avec les marées pour ne pas rester piégés dans des mares isolées ou être ramenés vers la mer. La survie dépendait de la compréhension du temps lunaire, et l'évolution récompensa ceux qui pouvaient anticiper la montée et la descente des eaux. Ainsi naquirent les premiers instincts temporels, le sens du rythme et de la prévisibilité qui, plus tard, donnerait lieu à la conscience biologique du temps. L'influence lunaire ne se limitait pas aux eaux. Au fil des ères, à mesure que la Lune s'éloignait et que le climat terrestre se stabilisait, la lumière nocturne continua de servir de guide. Les premières forêts se formèrent sous ce cycle, et l'alternance entre jour et nuit commença à réguler l'ouverture des feuilles, la floraison et le comportement des insectes et des animaux. La Lune créa un second tempo au cœur de la nature, un temps intermédiaire entre le jour solaire et le cycle annuel des saisons. Une horloge biologique silencieuse, régie par sa présence constante. Pendant des centaines de millions d'années, la Lune accompagna les grandes transformations de la planète. Elle fut témoin de l'apparition des poissons, des amphibiens et des reptiles. Elle observa les forêts de fougères géantes et les mers peuplées de créatures préhistoriques. Lorsque le monde fut secoué par des extinctions massives, la Lune demeura là, stable, gardant la mémoire d'une planète en mutation. Son influence gravitationnelle maintint l'axe de la Terre en équilibre, empêchant des variations climatiques extrêmes qui auraient pu anéantir toute vie. Sans cette stabilité, la planète aurait connu des oscillations catastrophiques, glaciation permanente ou réchauffement fatal. La Lune joua aussi un rôle décisif aux ères suivantes, lorsque la vie commença à devenir consciente. Le rythme des marées et le cycle des phases lunaires servirent d'orientation aux premières espèces sociales. Tortues, coraux et poissons développèrent une synchronisation avec l'éclat lunaire pour assurer la reproduction collective. Ce comportement fut transmis de génération en génération jusqu'à devenir instinctif. Même des millions d'années plus tard, l'héritage de ce schéma demeure. La Lune, avec son cycle prévisible, devint la première horloge naturelle de la planète. Lorsque les premiers mammifères et oiseaux apparurent, l'influence lunaire continua d'agir. Des études modernes montrent que de nombreux animaux règlent leur chasse, leur sommeil et leur migration selon la luminosité de la Lune.
Les loups hurlent sous son éclat non par hasard, mais par tradition évolutive, parce que leurs ancêtres avaient appris que la nuit éclairée était le moment idéal pour se déplacer et communiquer. De même, les marées nocturnes continuaient de déterminer le comportement des créatures marines, créant des modes de vie qui traversèrent les générations. Puis vint l'être humain. Bien avant de comprendre ce qu'il voyait, l'homme leva les yeux vers le ciel et reconnut en la lune une constante au milieu du changement. Elle marquait le temps des moissons, des chasses et des reproductions. Elle guidait le rythme des marées et, avec elle, la pêche et la navigation. Elle devint symbole, mesure et mystère. Mais le lien était bien plus ancien que toute civilisation. Il était génétique, gravé aux origines de la vie. L'être humain, sans s'en apercevoir, continua de suivre le tempo qu'elle avait fixé dès l'origine. Ainsi, la Lune, née d'un impact qui faillit détruire la Terre, devint la mentor silencieuse de l'évolution. Chaque bond évolutif, chaque bascule climatique, chaque réorganisation des écosystèmes se produisit sous son influence. Elle fut l'horloge, le guide et le miroir de la planète. Et tandis que la Terre devenait un foyer pour la diversité biologique, la Lune observait en silence, remplissant le rôle que le cosmos lui avait assigné, transformer le chaos initial en harmonie vivante. Dès l'instant où elle naquit de l'impact avec Theia, la Lune devint plus qu'une compagne de la Terre. Elle en devint la gardienne silencieuse. Dans l'espace, où la stabilité est rare et le hasard règne, la présence d'un satellite aussi grand fit de la Terre une planète singulière. La force gravitationnelle qui unit les deux corps agit comme une encre cosmique, empêchant la planète de dévier de son axe et de sombrer dans des cycles climatiques fatals. La Lune, par sa présence constante, adoucit les excès de l'univers. Sans elle, l'équilibre qui soutient la vie serait impossible. La rotation de la Terre n'est pas statique. Elle oscille légèrement, comme une toupie prête à basculer. Ces oscillations, appelées précessions, modifient l'inclinaison de l'axe et donc la façon dont le Soleil distribue lumière et chaleur au fil de l'année. La Lune agit comme contrepoids, maintenant cette inclinaison stable, à environ 23 degrés et demi. Cette constance crée le rythme prévisible des saisons. Sans la Lune, l'axe terrestre pourrait varier violemment, s'inclinant jusqu'à 40 degrés ou plus. Dans de telles conditions, les zones polaires deviendraient des déserts et les régions tropicales pourraient geler. Des civilisations entières n'auraient jamais vu le jour et la vie complexe n'aurait peut-être jamais trouvé la stabilité nécessaire pour évoluer. Mais la protection lunaire va au-delà de l'inclinaison. Elle agit aussi comme un bouclier gravitationnel face au chaos du système solaire. Jupiter et Saturne, avec leur masse colossale, perturbent les orbites des petites planètes et des astéroïdes. Sans la Lune, ces forces pourraient affecter la rotation de la Terre, allonger les jours, accélérer les marées et provoquer des variations climatiques extrêmes. La présence du satellite crée un champ de résonance qui stabilise le mouvement de la planète, amortissant les effets gravitationnels externes. C'est une chorégraphie invisible qui empêche la Terre de devenir un corps errant dans l'espace. Au cours des grandes ères de bombardement, durant les premiers milliards d'années, la Lune servit de bouclier physique. Des milliers d'astéroïdes qui auraient pu frapper la Terre l'ont percutée, laissant de profondes marques qui couvrent encore sa surface. Chaque cratère lunaire est la mémoire d'un désastre qui n'a pas eu lieu ici, le registre visible des innombrables fois où la Lune s'est interposée entre la planète et la destruction. Aujourd'hui encore, sa présence continue de dévier de petits objets croisant l'orbite terrestre, réduisant la fréquence des impacts catastrophiques. Cette protection fut cruciale durant le développement de la vie. L'équilibre thermique de la Terre dépend non seulement du Soleil, mais aussi de la régularité avec laquelle l'énergie solaire est absorbée et réfléchie. La Lune influe sur les marées et les courants océaniques qui, à leur tour, redistribuent la chaleur sur l'ensemble du globe. Lorsque le Soleil échauffe excessivement l'équateur, les courants marins, guidés en partie par les marées, transfèrent de la chaleur vers les pôles, équilibrant le climat mondial. Sans ce mécanisme, la Terre connaîtrait des zones de chaleur permanentes et des régions glacées sans fin. La planète serait inhospitalière et imprévisible, avec des cycles d'extinction massive bien plus fréquents. La Lune agit aussi comme régulatrice de la durée des jours. À chaque siècle, l'interaction gravitationnelle entre les deux corps allonge la journée terrestre d'une fraction de seconde. Cette augmentation lente et constante contribue à la stabilité thermique et biologique.
Les rythmes quotidiens de lumière et d'obscurité restent en phase avec les cycles de la vie. Si la Terre tournait trop vite, des vents incessants et des variations brutales de température s'imposeraient. Si elle tournait trop lentement, un hémisphère gèlerait tandis que l'autre brûlerait sous le soleil. La Lune garantit que la planète tourne au bon tempo, ni trop vite, ni trop lentement. À plus grande échelle, la Lune influe également sur les périodes glaciaires et interglaciaires. De petites variations de l'orbite et de l'inclinaison de la Terre, connues sous le nom de cycle de Milankovitch, déterminent le début et la fin des ères glaciaires. La stabilité axiale garantie par la Lune rend ces variations douces et prévisibles. Ainsi, la planète n'est jamais entraînée dans des extrêmes irréversibles. À chaque nouvelle ère glaciaire, la vie a le temps de s'adapter, d'évoluer et de renaître. En un sens, la Lune est le métronome géologique de la Terre. Elle marque le rythme de ses cycles profonds et contrôle le pouls des âges. Même lors des catastrophes qu'elle ne put éviter, la Lune fut témoin et médiatrice. Lorsqu'un astéroïde heurta la Terre il y a 66 millions d'années, mettant fin à l'ère des dinosaures, la Lune observa de loin. Sa présence maintint l'axe stable et empêcha la planète de perdre son équilibre thermique après l'impact. Sans elle, les variations d'inclinaison auraient aggravé la destruction, empêchant peut-être l'essor des mammifères et par conséquent de l'être humain. La Lune n'éclaire pas seulement les nuits, elle garantit l'existence du lendemain. Avec le temps, la Lune fit partie intégrante de l'identité même de la planète. Aucun autre monde connu n'entretient une relation aussi intime avec son satellite. Mars a de petites lunes irrégulières. Jupiter et Saturne en ont des dizaines, mais toutes lointaines et froides. Seule la Terre possède un satellite qui stabilise son climat, influence sa géologie et façonne sa biologie. C'est un partenariat rare, presque poétique, entre deux corps nés du même impact. La Lune est littéralement le miroir de la Terre, faite de la même matière, née du même feu et destinée à accompagner la planète jusqu'au terme. Au fil des siècles devenus des milliards d'années, la Lune a continué d'accomplir son rôle silencieux. Chaque marée, chaque saison, chaque battement du cycle climatique porte sa signature. Elle n'observe pas seulement, elle participe. La Lune est la gardienne invisible de la Terre, l'architecte de la stabilité qui rendit l'improbable possible, l'existence de la vie sur un petit point bleu perdu dans l'espace. L'impact qui donna naissance à la Lune ne s'est pas terminé lorsque la poussière retomba. Il demeure vivant, gravé dans les couches profondes de la Terre, dans les roches lunaires et dans la structure interne même de la planète. Chaque fragment du manteau, chaque trace chimique, chaque différence minérale entre la Terre et la Lune raconte la même histoire, celle d'un événement qui redéfinit la géologie de deux mondes. La collision entre la Terre et Theia ne façonna pas seulement la croûte, elle mêla leurs essences. À partir de cet instant, les deux cessèrent d'être des corps indépendants pour devenir les parties complémentaires d'un même système. Pendant des milliards d'années, les preuves de cet impact restèrent cachées sous la surface. Mais à mesure que la science progressait, des signes subtils commencèrent à émerger. Les échantillons de roches rapportés de la Lune par les missions spatiales révélèrent des compositions presque identiques à celles de la Terre, notamment dans les isotopes d'oxygène, de silicium et de titane. Cette similarité est si précise qu'il serait improbable que la Lune se soit formée ailleurs dans le système solaire. La seule explication cohérente est qu'elle naquit du propre corps de la Terre, mêlé aux fragments de Theia. La Lune est donc la mémoire physique d'une collision ayant fusionné deux mondes. Longtemps, on crut que Theia avait été entièrement absorbée, mais des études récentes suggèrent qu'une partie de son manteau aurait survécu à l'intérieur de la Terre. Des recherches sismiques ont révélé l'existence de deux immenses zones denses dans le manteau inférieur, situées sous l'Afrique et le Pacifique. Ces formations, appelées provinces à faible vitesse sismique, semblent avoir une composition différente du reste de la planète. Elles sont si anciennes et résistantes que certains géologues pensent qu'il s'agit des fragments de Theia, les derniers vestiges de la planète entrée en collision avec nous il y a environ 4 milliards et 500 millions d'années. Ces structures ne sont pas de simples irrégularités géologiques. Elles influencent le comportement du manteau et pourraient être responsables de la localisation des supervolcans et des points chauds de la croûte. En d'autres termes, Theia façonne encore la géologie terrestre depuis l'intérieur. L'impact ne fit pas que mêler les planètes.
Il créa une fusion qui continue de s'exprimer dans chaque éruption, dans chaque déplacement tectonique, dans chaque séisme qui secoue le sol. La planète porte en elle les restes de son créateur et de son destructeur. La Lune, quant à elle, conserve le témoignage intact de tout ce que la Terre a perdu. Dépourvue d'atmosphère et d'érosion, sa surface préserve les cicatrices des premiers milliards d'années du système solaire. Chaque cratère est une archive, chaque plaine sombre un témoignage du passé. L'absence d'érosion fait de la Lune une capsule temporelle, le seul miroir géologique de ce que fut la Terre dans sa jeunesse. Tandis que le vent et la pluie effaçaient l'histoire terrestre, la Lune garda vivante la mémoire de notre origine sur sa peau silencieuse. Les missions spatiales révélèrent aussi quelque chose de plus profond. L'intérieur de la Lune est étonnamment sec, indiquant que sa formation s'est produite à des températures extrêmement élevées, compatibles avec un événement d'impact colossal. De faibles quantités d'eau ont été découvertes dans des cristaux emprisonnés dans le basalte lunaire, suggérant qu'une partie des éléments volatiles de la Terre survécut à la collision. Cela confirme que l'impact ne détruisit pas entièrement les éléments qui, plus tard, soutiendraient la vie. Même au milieu du feu, une part de la planète préserva les graines de la survie. D'autres analyses montrent que le noyau de la Lune est petit et dense, composé de fer et de soufre, une version réduite du noyau terrestre. Ce parallèle structurel renforce l'idée que les deux se sont formés à partir du même matériau. En essence, la Lune est la portion externe et refroidie d'une ancienne fusion planétaire. Si la Terre est le cœur encore palpitant de cet événement, la Lune en est la mémoire fossilisée. Les simulations modernes confirment la grandeur de l'impact. Des ordinateurs capables de calculer des milliards de variables montrent que la collision fut si violente qu'une partie du manteau terrestre s'évapora instantanément, formant une atmosphère temporaire de roches vaporisées. Ce nuage, en se refroidissant, donna naissance au disque de débris qui formerait la Lune. Ce qui n'était autrefois qu'une hypothèse théorique est désormais étayé par des preuves physiques, chimiques et isotopiques. La science a reconstitué l'histoire de la naissance de la Lune avec une précision qui transforme le mythe en réalité. Curieusement, les légendes anciennes qui parlèrent de la Lune comme de la fille de la Terre avaient, en un sens, raison. Des peuples sans télescope ni laboratoire avaient déjà pressenti, en observant le ciel, qu'un lien profond les unissait. Ce qu'ils appelaient poésie, nous l'appelons aujourd'hui géologie. La vérité est que la Lune et la Terre forment une seule entité divisée en deux corps, la moitié froide et la moitié vivante d'un même être cosmique. Même aujourd'hui, des milliards d'années plus tard, l'impact continue de façonner le destin de la planète. Les marées, les mouvements du manteau et même la composition de l'atmosphère portent les conséquences directes de cet événement. Rien sur Terre n'échappe à son influence. Le fer du noyau de Theia alimente le champ magnétique qui protège la vie. Les fragments de roches et de poussière qui formèrent la Lune déterminent les marées qui animent les océans. L'impact ne s'est pas achevé. Il se poursuit encore, invisiblement, à chaque cycle de marée, à chaque pulsation géologique, à chaque respiration de la planète. La Terre est donc un monde hybride. Une partie d'elle est aussi ancienne que le Soleil lui-même. Une autre provient d'une planète qui n'existe plus. Theia vit à l'intérieur de la planète et au-dessus d'elle, reflétée dans la lueur de la Lune. La collision qui aurait pu signifier la fin devint le fondement de la continuité. La géologie de la Terre est la preuve qu'au sein même de l'univers, où le chaos semble régner, la destruction peut engendrer l'équilibre. Ainsi, chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel et que nous voyons la Lune suspendue à l'horizon, nous contemplons en réalité les restes d'une planète qui nous a créés. Theia n'a jamais disparu. Elle a simplement changé de forme. Une partie dans notre noyau, une autre flottant dans le firmament, nous rappelant que la Terre et la Lune sont, à jamais, un seul corps divisé en deux cœurs. Bien avant que l'être humain ne comprenne son origine cosmique, il s'agenouillait déjà devant la Lune. Dès ses premiers pas sur la Terre, alors que le feu était encore une découverte et que la peur de la nuit dominait, la lueur argentée de cet astre transformait l'obscurité en mystère. C'était la première lumière après le soleil, la compagne des ténèbres et le phare de l'orientation. De là naquit la première fascination humaine, le désir de comprendre ce qui demeurait immobile et silencieux et pourtant influençait la mer, les récoltes et le cœur des hommes. La Lune, née un jour du feu, devenait désormais le miroir de l'âme humaine. Par les nuits sans nuages,
Elle apparaissait colossale et proche, reflétant la lumière du soleil dans une teinte douce et froide. Pour les peuples anciens, cette clarté n'était pas un simple reflet, mais une présence vivante. Les premières civilisations la consignèrent comme une divinité, une mère céleste, un œil vigilant dans le firmament. Les peuples de Mésopotamie y voyaient le dieu Nana, le mesureur du temps et le protecteur des voyageurs. En Égypte ancienne, elle représentait le renouveau, un cycle qui mourait et renaissait à chaque phase, symbole même de l'éternité. Les Grecs la nommèrent Sélénée, puis Artémis, les Romains Diane. Sous tous ces noms se cachait la même idée. La lune était féminine, cyclique, féconde et immortelle. La lune marqua le premier calendrier de l'humanité. Avant l'écriture, il y avait déjà le compte des lunes. Chaque cycle complet de phases servait d'unité de temps, permettant de prévoir les crues, les pluies et les moissons. C'était la première horloge naturelle, plus ancienne que les constellations du zodiaque, plus fiable que les étoiles. L'alternance entre croissante, pleine, décroissante et nouvelle enseigna à l'homme la notion de rythme et de passage. La lune apprit à l'humanité à mesurer le temps, à attendre et à planifier. Mais la fascination n'était pas seulement pratique, elle était émotionnelle. La lune semblait influencer le comportement, l'humeur et le sommeil. Les marées qu'elle régissait paraissaient se refléter dans les eaux intérieures du corps humain. Les poètes et philosophes antiques croyaient que la clarté lunaire pénétrait l'esprit et le cœur, éveillant rêves et folies. De là vient le mot lunatique, celui dont l'âme change au gré des phases de la lune. Pendant des siècles, on crut que la lune exerçait un pouvoir sur l'esprit, que son cycle affectait la fertilité, les naissances et même les états de conscience. Et bien que la science moderne explique autrement ces phénomènes, le charme persiste. La lune reste le miroir de l'inconscient humain. Dans de nombreuses cultures, elle fut considérée comme un symbole de mort et de renaissance. Son visage qui disparaît et revient chaque mois enseigna à l'homme le cycle de la vie. Naître, mourir et recommencer. Des civilisations entières façonnèrent leurs rituels religieux sur ce modèle. Les peuples nomades, agriculteurs et navigateurs apprirent à lire le ciel comme un livre ouvert, et la lune en était la première page. Elle guida les chasseurs sous la lumière du clair de lune, inspira musiciens et prêtres, et marqua le temps sacré des cérémonies. L'influence lunaire façonna aussi la manière dont l'homme percevait la nature. Dans les marées, il voyait la force divine. Dans les phases, la dualité entre lumière et ombre. Dans les cratères, le visage d'un dieu ou d'une déesse endormie. La lune unissait ce que le soleil séparait, le jour et la nuit, la chaleur et le froid, le ciel et la terre. Elle était le lien entre le visible et l'invisible, le physique et le spirituel. En sa présence, l'homme ressentait à la fois le poids du cosmos et la proximité du divin. Lorsque naquit l'astronomie, la lune fut son premier objet d'étude. Galilée, l'observant au XVIIe siècle à travers sa lunette, révéla au monde qu'elle n'était pas parfaite, qu'elle possédait montagnes, vallées et cratères. Cette découverte ébranla des siècles de croyances religieuses, mais ouvrit aussi la voie à une nouvelle forme de révérence, la révérence envers la vérité. La lune cessait d'être seulement un symbole pour devenir un miroir scientifique, révélant que l'univers était tangible, mesurable et compréhensible. Pourtant, le charme ne disparut jamais. La lune demeura présente dans les chansons, les peintures, les poèmes et les rêves. Elle inspira les amants et les navigateurs, les mages et les savants. Elle fut la muse des poètes et la cible des missions spatiales. Lorsque l'humanité marcha enfin sur sa surface, en 1969, ce ne fut pas seulement un pas technologique, ce fut un retour symbolique à une origine oubliée. En touchant le sol lunaire, l'humanité touchait le corps d'une planète qui avait autrefois fait partie d'elle-même, une rencontre entre le Créateur et sa création. Et même aujourd'hui, à une époque dominée par la technologie et la lumière artificielle, la Lune continue d'exercer son pouvoir silencieux. Elle se lève et se couche avec la même précision qu'autrefois, observant les changements de la Terre sans jamais se modifier. Elle est le dernier lien entre l'homme moderne et le cosmos ancestral. Chaque fois que nous la contemplons, nous répétons le geste des premiers humains, celui de chercher un sens dans l'immensité. La Lune, dans l'esprit humain, est plus qu'un symbole, c'est une mémoire. C'est le souvenir inconscient d'un passé partagé, d'un impact qui unit le destin et la matière. L'humanité, en regardant la Lune,
reconnaît son origine. Et même si elle ne s'en rend pas compte, chaque regard est un retour à l'instant où tout commença, le jour où le feu créa la lumière et où la terre trouva dans le ciel sa gardienne éternelle. Pendant des milliers d'années, la lune fut contemplée seulement par les yeux et par l'imagination. Elle était le miroir lointain du mystère, la compagne de la nuit et le symbole du temps. Mais ce n'est que lorsque l'être humain leva un instrument de verre vers le ciel que le mythe commença à devenir science. Le premier à le faire avec intention et précision fut Galilée, au début du XVIIe siècle. En dirigeant sa lunette vers la Lune, il découvrit quelque chose qui contredisait des siècles de croyances. Sa surface n'était ni lisse ni parfaite. Il y vit des montagnes, des cratères et des vallées, les cicatrices d'un corps solide et blessé, témoins d'un passé violent. À partir de cette révélation, la Lune cessa d'être un simple objet de vénération pour devenir un objet d'étude. Les astronomes mesurèrent ses phases avec exactitude, calculèrent ses distances et comprirent son rôle dans les marées. Le XIXe siècle marqua le début de l'astronomie lunaire moderne. Grâce à des télescopes plus puissants, les scientifiques commencèrent à cartographier sa surface avec un niveau de détail impressionnant. Les premiers atlas lunaires virent le jour, et les ombres projetées par les montagnes révélèrent la géographie complexe d'un monde sans atmosphère, façonné uniquement par les impacts et par le temps. Mais le véritable bond eut lieu avec l'ère spatiale. Au XXe siècle, la Lune devint la première destination au-delà de la Terre. Des sondes automatiques furent lancées pour photographier et mesurer son sol. Chaque mission révélait quelque chose de nouveau. L'absence d'air, le silence absolu, les températures extrêmes. Lorsque les sondes soviétiques Luna et les américaines Ranger et Surveyor touchèrent à sa surface, le rêve de l'humanité d'atteindre le firmament commença à se concrétiser. Ces missions recueillirent des données confirmant ce qui n'était autrefois qu'une hypothèse. La Lune était faite de la même substance que la Terre. En 1969, l'humanité fit un pas qui résonna à travers toute l'histoire, l'arrivée de la mission Apollo 11. Lorsque les astronautes descendirent du module et foulèrent le sol lunaire, chaque empreinte représentait non seulement la conquête d'un territoire, mais aussi les retrouvailles avec les origines. Les échantillons de roches rapportés furent analysés minutieusement et les résultats confirmèrent la théorie du grand impact. Les isotopes trouvés dans les roches lunaires étaient identiques à ceux des roches terrestres. C'était la preuve que les deux corps étaient nés de la même matière, l'écho physique de la collision entre la Terre et Theia. Les missions suivantes élargirent ces connaissances. Apollo 12, 14, 15, 16 et 17 rapportèrent de nouveaux échantillons et installèrent des instruments scientifiques à la surface. Des détecteurs sismiques révélèrent que la Lune possède encore une activité interne subtile, des secousses profondes provoquées par la contraction et par la marée terrestre. D'autres expériences mesurèrent l'éloignement progressif de la Lune, confirmant qu'elle s'écarte d'environ 4 cm par an. La science moderne réussit à mesurer avec précision le tempo invisible qui régit le lien entre la Terre et sa fille cosmique. Avec les progrès de la technologie, le regard humain se tourna de nouveau vers le ciel, cette fois avec des instruments orbitaux. Des sondes comme Clémentine et Lunar Prospector cartographièrent la composition chimique de la Lune et détectèrent des traces de glace dans les régions polaires éternellement ombragées. Ces découvertes rouvrirent à la question de la présence d'eau et de la possibilité d'une future exploitation. Ce qui fut jadis un symbole poétique devenait désormais une destination scientifique. Le retour vers la Lune n'est plus un rêve, c'est un projet. Elle est la première étape de l'expansion humaine dans l'espace et, paradoxalement, la porte d'accès à nos origines les plus anciennes. Les analyses les plus récentes confirment que la Lune est les archives géologiques du système solaire. Dépourvue d'atmosphère, d'érosion et de tectonique, elle préserve intacts les témoignages d'impact, de volcanisme et d'événements cosmiques effacés de la Terre. À sa surface reposent des fragments de météorites venus d'autres mondes et peut-être même des fragments de la Terre expulsés lors d'anciennes collisions. Chaque grain de poussière lunaire est une ligne du temps condensée. L'étudier, c'est en partie étudier l'histoire perdue de notre planète. À l'aide de superordinateurs et de modélisation avancée, les scientifiques ont recréé numériquement la collision entre la Terre et Theia. Les simulations montrent que l'impact libéra une énergie suffisante pour vaporiser la roche et le métal, créant une atmosphère temporaire de minéraux vaporisés. Les débris en orbite autour de la planète
se fusionnèrent rapidement, en quelques semaines, formant la Lune. Ces découvertes confirmèrent ce que l'intuition suggérait déjà. La création de la Lune fut un événement presque instantané à l'échelle cosmique, mais ses conséquences façonnèrent des milliards d'années d'histoire. Aujourd'hui, la Lune demeure un laboratoire naturel pour les mystères du cosmos. Les missions prévues pour les décennies à venir visent à établir des bases permanentes, à exploiter les ressources et à étudier le rayonnement cosmique. Mais au-delà de l'exploration, il existe une signification symbolique. Chaque fois que l'être humain retourne sur la Lune, il retourne à sa propre origine. C'est comme visiter la tombe de Theia, la planète qui nous donna forme et qui, d'une certaine manière, vit encore en nous. La science moderne, avec toute sa précision, n'a pas effacé le charme que la Lune exerce. Au contraire, en comprenant son histoire, elle a amplifié la fascination. Savoir que la Lune est née d'une collision dévastatrice et que de ce chaos émergea la stabilité qui permit la vie, c'est comprendre le plus beau des paradoxes de l'univers, l'harmonie née de la destruction. Chaque donnée scientifique, chaque équation et chaque échantillon recueilli confirment une vérité simple et profonde. La Lune n'est pas séparée de la Terre, elle fait partie de nous. Lorsque l'être humain regarde le ciel, il voit son propre passé reflété en argent. La science n'a fait que révéler ce que l'instinct ancestral savait déjà. La Lune est le miroir de la planète et de l'humanité. Rien dans le cosmos ne demeure identique. Ce qui paraît éternel aux yeux humains n'est qu'un instant à l'échelle de l'univers. La relation entre la Terre et la Lune, si stable et harmonieuse, évolue elle aussi. Lentement, presque imperceptiblement, la Lune s'éloigne de la planète qui l'a engendrée. Chaque année, la distance entre les deux corps augmente d'environ 4 cm. C'est peu mais constant, un mouvement silencieux et inévitable qui dure depuis des milliards d'années. Cet éloignement est le prix du balai gravitationnel qui les unit. Un échange d'énergie éternelle qui transforme à chaque seconde le destin de l'un et de l'autre. Tout commence avec les marées. Le frottement généré par le va-et-vient des eaux, sous l'influence lunaire, transfère de l'énergie de la planète vers le satellite. La Terre perd une part de sa rotation, et la Lune, en échange, reçoit l'impulsion nécessaire pour gagner une orbite plus élevée. Ainsi, tandis que les jours terrestres s'allongent, la Lune s'éloigne. À sa naissance, elle était 20 fois plus proche et achevait une révolution en quelques heures. Aujourd'hui, il lui faut presque un mois entier. Et à l'avenir, elle continuera de s'éloigner jusqu'à ce que l'équilibre gravitationnel se modifie complètement. Au fil des millions d'années, les jours terrestres deviendront de plus en plus longs. La force des marées diminuera et les océans seront moins agités. L'énergie qui façonne aujourd'hui le climat et entraîne les courants se dissipera peu à peu. La planète entrera dans un état de calme gravitationnel. Qu'un jour, dans un futur si lointain que l'humanité n'existera peut-être plus, la Terre et la Lune seront verrouillées au même rythme. La Lune montrera toujours la même face, comme c'est déjà le cas, et la Terre tournera, elle aussi, de manière synchronisée, offrant sans cesse le même hémisphère à la Lune. Alors, la danse cessera. Les deux corps resteront immobiles, l'un par rapport à l'autre, tout en gravitant ensemble autour du Soleil. Mais cet équilibre final ne sera pas la fin de l'histoire. Le Soleil, qui soutient aujourd'hui le système solaire, évolue lui aussi. Dans environ 5 milliards d'années, il commencera à brûler son dernier carburant et deviendra une géante rouge. Son éclat augmentera, son diamètre s'étendra jusqu'à engloutir les planètes les plus proches. Mercure et Vénus disparaîtront, et la Terre, chauffée au-delà du supportable, perdra ses océans et son atmosphère. Dans ce décor, la Lune, déjà bien plus lointaine, observera de loin la métamorphose du monde qu'il a engendré en un désert de roches et de poussière. À mesure que le Soleil croîtra, l'équilibre gravitationnel du système se rompra. L'augmentation du rayonnement et la perte de masse solaire modifieront les orbites de toutes les planètes. La Lune pourra s'éloigner davantage ou, selon les forces en jeu, commencer à revenir, de nouveau attirée par la gravité terrestre. Si cela se produit, son rapprochement sera lent mais fatal. Dans un futur très lointain, peut-être dans des milliards d'années, la Lune pourrait franchir la limite de Roche, la distance à laquelle la gravité terrestre l'emporte sur la cohésion du satellite. Alors elle se disloquera en millions de fragments, formant un nouvel anneau de roches et de poussière autour de la Terre. Le système s'achèvera comme il a commencé, enveloppé de débris.
D'ici là, toutefois, la Terre connaîtra de profondes transformations. À mesure que les jours s'allongeront, la rotation plus lente pourra affaiblir le champ magnétique. Des marées moins vigoureuses modifieront les cycles biologiques. La Lune continuera d'influencer les océans, mais sa présence au ciel paraîtra plus petite. La clarté lunaire sera plus lointaine, plus froide, et les nuits un peu plus sombres. Malgré tout, le lien entre les deux corps subsistera. Aucune distance n'effacera l'empreinte que la Lune a laissée sur la Terre et sur la vie qu'elle a contribué à engendrer. La science envisage aussi un futur d'exploration et de coexistence. Avant que le Soleil ne détruise cette harmonie, l'être humain, ou ses descendants, pourrait faire de la Lune un nouveau foyer. Sa surface, riche en minéraux et dépourvue d'atmosphère, est idéale pour des observatoires et de futures colonies. La glace découverte dans les cratères polaires pourrait servir à produire eau, oxygène et carburant. Ce qui commença comme une origine partagée pourrait devenir un partenariat conscient. La Lune, jadis berceau, pourrait aussi devenir refuge. Et lorsque le Soleil mourra enfin, la Terre et la Lune orbiteront peut-être encore ensemble autour d'une étoile morte, une naine blanche, froide et silencieuse. Dans ce tableau final, l'éclat du clair de lune aura disparu, et les deux corps, désormais glacés, continueront de tourner côte à côte, liés pour toujours dans une danse sans lumière. Ils seront les témoins muets de la fin du système solaire, conservant dans leur couche rocheuse l'archive d'une histoire commencée dans le feu et achevée dans le silence. Mais même ce destin n'efface pas la portée de ce qui s'est déjà produit. La Lune est le rappel permanent que de la destruction peut naître l'équilibre, et du chaos, la beauté. Elle rappelle que rien n'est permanent dans l'univers, sinon le cycle. La même force qui créa la Lune continuera d'agir à des échelles inimaginables, recréant des mondes, répandant la poussière, ravivant des étoiles. Et lorsque d'autres planètes et d'autres lunes naîtront de nouveaux impacts, l'histoire se répétera sous d'autres formes, mais avec la même essence, l'univers se recyclant lui-même. Ainsi, l'avenir du système Terre-Lune est aussi l'avenir de l'existence elle-même, un cycle de naissance, d'éloignement et de transformation. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le ciel n'est qu'une étape d'un processus sans fin. Née du feu et éclairant désormais nos nuits, la Lune poursuivra sa route dans le cosmos, emportant avec elle une part de la Terre, une part de Theia et une part de nous. L'univers crée rarement sans détruire, et détruit rarement sans créer. L'impact entre la Terre et Theia est l'exemple parfait de cette dualité. De la collision qui aurait pu anéantir une planète entière est née l'harmonie qui rendit la vie possible. Tout ce que nous sommes, le sol que nous foulons, l'air que nous respirons, le rythme des marées et même l'équilibre des jours, provient de cette rencontre entre le feu et le silence. La Lune n'est pas seulement un corps céleste, elle est la trace d'un acte cosmique qui transforma le chaos en équilibre et le hasard en destin. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel et voyons la Lune flotter à l'horizon, nous contemplons le résultat de l'une des plus grandes métamorphoses de l'histoire du cosmos. L'énergie qu'il a créée pulse encore dans notre planète. Le fer et le nickel de Theia fondus au noyau terrestre alimentent le champ magnétique qui nous protège du rayonnement solaire. Les marées, guidées par sa présence, continuent de mouvoir les océans et de réguler le climat. L'impact de Theia n'est pas seulement un événement du passé lointain, c'est une force active, continue, qui façonne encore la Terre à chaque aube et à chaque crépuscule. La Lune est le miroir de l'origine, le rappel que la stabilité naît du déséquilibre et que le temps transforme la destruction en harmonie. Chaque cratère de sa surface est une cicatrice du chaos primordial, mais aussi une preuve de la résistance du cosmos. Elle porte en elle l'histoire de notre propre matière. La poussière qui compose son corps est la même que celle de nos montagnes, de nos villes et du calcium de nos eaux. Nous sommes faits du même impact, de la même collision qui alluma la lueur argentée régnant sur nos nuits. Cet héritage dépasse la géologie et la biologie. Il est aussi philosophique. L'impact de Theia nous rappelle que l'univers ne suit pas une logique de perfection, mais de transformation. Chaque catastrophe est une occasion de réorganisation. Chaque chaos cache la graine de la stabilité. La Lune est le symbole suprême de ce principe. Née de la destruction, elle devint l'emblème de la sérénité. Elle est la preuve visible que l'univers est un artiste qui peint l'équilibre avec les couleurs de l'effondrement. La collision entre la Terre et Theia a également redéfini le concept d'origine. Longtemps, l'humanité crut que la naissance était un commencement absolu.
La science révéla qu'elle n'était qu'une continuité, le résultat d'innombrables événements antérieurs. La Lune est la continuité de Theia, et la Terre, le témoignage de la survie. Ensemble, elles démontrent que rien ne se perd, tout se transforme. Même ce qui semble une fin absolue est en réalité le début d'un nouveau cycle. L'impact cosmique qui façonna notre monde créa plus qu'un satellite. Il créa un lien qui dépasse la physique, car il unit deux corps dans une relation éternelle. La Lune orbite autour de la Terre, mais aussi dans l'esprit humain. Elle inspire l'art, la science, la mythologie et la foi. Elle est le symbole du passage du temps, de la renaissance et de la conscience. Elle représente silencieusement la victoire de l'harmonie sur le chaos. Quand la nuit tombe et que la planète se couvre d'obscurité, la Lune apparaît pour rappeler que toute ombre recèle une étincelle de lumière. Le feu qui détruisit jadis deux mondes est le même qui éclaire aujourd'hui nos nuits et rythme nos vies. Chaque marée qui monte, chaque saison qui change et chaque souffle que nous prenons sont les conséquences directes de cet instant primordial. La Lune n'est pas hors de nous, elle vit dans la planète et la planète vit en elle. Et lorsque le futur lointain arrivera et que le Soleil s'éteindra, quand la Terre et la Lune tourneront ensemble autour d'une étoile morte, l'écho de cet impact subsistera. Il n'y aura peut-être plus d'océan, ni de continent, ni de vie. Mais les roches conserveront encore l'histoire du jour où le feu donna naissance à la lumière. La Lune restera le témoin éternel du moment où la destruction devint création, l'instant où le chaos choisit d'engendrer un foyer pour la vie. L'héritage de l'impact est donc l'héritage même de l'existence, la certitude que l'univers est mouvement et que toute ruine peut devenir un recommencement. La Lune est née du feu et le feu du silence. Et dans ce cycle infini de collisions et de renaissance, le cosmos nous rappelle sans cesse que même les plus grandes tragédies peuvent se muer en beauté. Ainsi s'achève l'histoire de l'impact qui créa la Lune, façonna la Terre et donna naissance à tout ce que nous connaissons. Une rencontre cosmique entre le feu et la gravité, qui transforma la destruction en équilibre, le chaos en vie et le silence en lumière. Chaque nuit, lorsque le ciel s'ouvre et que la Lune apparaît entre les nuages, souviens-toi, cette lueur n'est pas seulement dans l'espace, elle vit aussi en toi. La Lune est le reflet du temps, le miroir de notre origine et la gardienne de la planète. Tout ce qui existe, de la plus simple goutte d'eau à la plus profonde pensée humaine, porte la marque de cet impact primordial. Lorsque nous la contemplons, nous regardons le passé. Et lorsqu'elle nous renvoie son éclat, c'est comme si l'univers nous rappelait d'où nous venons et combien il est improbable que nous soyons ici. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que toi aussi ressens cette curiosité pour le mystère du cosmos. Alors dis-moi dans les commentaires, d'où écoutes-tu cette vidéo en ce moment? Écris-le juste en dessous. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où ce message parvient. Avant de partir, laisse ton like, car cela aide énormément la chaîne à continuer de partager des histoires comme celle-ci. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes de la chaîne et active la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. À très bientôt pour la prochaine vidéo.